pour cette troisième séance d'ouvrir le deuxième chapitre de la première partie. Repenser l'ordre mondial, c'est s'interroger sur un élément profondément novateur qui est intervenu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la régionalisation de l'espace. En gros, sauf timides expériences et expériences exceptionnelles, jusqu'en 1945, il n'existait qu'une seule construction de l'espace mondial, une construction en termes d'États-nations, de juxtaposition d'États-nations. L'invention de la construction régionale va tout bouleverser et mettre en place un échelon qui, au fil des années, va gagner en pertinence, qui est celui des grandes régions, c'est-à-dire cette intégration d'États-nations dans des ensembles régionaux qui vont prendre une pertinence liée en même temps aux inventions institutionnelles et à la densification des échanges à l'intérieur de ces nouveaux ensembles. C'est ce dont il va être question aujourd'hui, et il s'agit bien de repenser l'espace mondial parce que, autant dans la construction juridique traditionnelle que dans les pratiques politiques, diplomatiques, cet échelon n'était pas connu. Et à mesure qu'il va se construire, il va bouleverser les catégories habituelles. J'ai dit intégration, c'est un mot qui reviendra beaucoup cet après-midi, intégration régionale. C'est pour souligner une stratégie qui veut que dès lors qu'on s'insère dans une totalité plus grande que soi, on gagne un certain nombre d'avantages. C'est le pari de l'intégration régionale. S'agglomérer à une totalité, à un ensemble d'États, pour en retirer un certain nombre de bénéfices. Alors, dit comme ça peut paraître évident. Ben non. Non, parce que derrière une telle affirmation, derrière un tel projet, il y a un certain nombre de défis que l'histoire récente a montré qu'il était bien difficile de relever. D'abord, derrière l'intégration régionale, vous avez un phénomène qui ne cesse de faire couler de l'encre et d'entretenir le débat, qui est l'abandon de souveraineté. Pourquoi, au nom de quoi, va-t-on abandonner une souveraineté chèrement acquise pour se fondre dans un ensemble régional? Est-ce que le coût que représente cet abandon de souveraineté est compensé par les gains que l'on peut en escompter? Prenez les 3 États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui ont chèrement payé le processus d'accès à l'indépendance, suite à la décomposition, comme vous le savez, de l'URSS. À peine indépendants, ils vont demander à intégrer l'Union européenne. À peine restaurer leur souveraineté nationale, ces États choisissent d'en abandonner une partie en faveur d'un ensemble plus vaste dont ils savaient fort bien qu'ils avaient peu de chances d'en assurer le leadership. Deuxième question, gros problème aussi, deuxième défi, l'identification nouvelle. Quand on est citoyen d'une nation, on s'identifie plus ou moins à sa nation d'appartenance, mais la question est claire. Lorsque l'on est en même temps citoyen d'une nation et membre d'un ensemble régional, comment va-t-on poser le problème de sa propre identité? Suis-je d'abord européen ou d'abord français? Suis-je d'abord
allemand ou d'abord européen? Et ainsi de suite. Troisième question, troisième défi, l'invention, si on se réfère encore à l'Europe, plus ou moins ratée, je dirais, dans une communauté politique nouvelle, c'est-à-dire une communauté non seulement à laquelle on s'identifie, mais qui devient le nouvel espace d'exercice de la souveraineté nationale et de la démocratie. Est-ce que les régions ont une chance réelle d'être gouvernées démocratiquement comme les États-nations ont pu l'être après tant d'années de lutte, d'échecs et de difficultés? Pas évident. Et au-delà de ces défis, on voit quels sont les changements au bout d'un éventuel tunnel. Premier tunnel, est-ce que le monde d'international va devenir interrégional? Est-ce que disserter sur le système international d'aujourd'hui, c'est parler des relations entre États ou c'est parler des relations entre l'Europe et l'Asie, entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Asie et l'Afrique, entre l'Amérique du Sud ou l'Amérique latine et l'Europe ou l'Asie, etc. On sent bien qu'il y a deux jeux internationaux, un jeu qui reste interstato-national et un jeu qui commence à être interrégional. Et on voit bien comment tout cela pèse sur certaines négociations en matière de commerce, en matière de climat, en matière de sécurité. Autre changement possible, est-ce que la construction régionale se fera toujours seulement sur le principe de la continuité territoriale? C'est-à-dire, en gros, est-ce que les régions sont appelées à être de gros blocs géographiques? On l'a cru très longtemps, vu notamment le rôle pionnier de la construction européenne. Mais quand on regarde aujourd'hui l'IBAS, qui unit de plus en plus étroitement Inde, Brésil, Afrique du Sud, on s'aperçoit ainsi qu'une organisation composée de 3 États recouvre 3 continents, sans aucune continuité territoriale. Même chose pour les BRICS, qui piochent ainsi dans 3, voire 4 continents. Et vous comprenez, j'espère, que derrière cette question de la construction régionale, ce n'est plus tellement celle de ces gros ensembles géographiques qui se posent, c'est celle des stratégies d'intégration. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai employé ce mot intégration presque 10 fois en 8 minutes. Je ne parle plus d'alliance, je ne parle plus de coalition. Notion quelque peu ringarde au regard des changements dans l'espace mondial. Donc, comment l'intégration est en train de se substituer aux coalitions et aux alliances de papa et de grand-papa, c'est l'une des questions que nous examinerons et sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Alors, méfiez-vous. Méfiez-vous des faux-semblants. Il n'y a pas, et je pense vous l'avoir fait sentir déjà avec mon introduction, une construction régionale, mais des constructions régionales. Et je voudrais en tous les cas que soit bien clair dans votre esprit la distinction qui me servira de plan pour annoncer ma première et deuxième partie entre le régionalisme classique et le néo-régionalisme. Avant, dans une troisième partie, de m'interroger sur peut-être quelque chose d'autre, de plus ou de moins. Vous savez, quand je faisais ce cours au début, il y a quelques années, je vous présentais avec un sourire optimiste que vous n'avez pas vu encore s'afficher sur ma face, que la construction régionale, c'est le début de la solution, c'est le grand avenir. On se sentait tous ici en Europe profondément européens parce que notre résurrection semblait en dépendre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on y croit encore? Est-ce que j'ai encore le droit d'avoir le sourire aux lèvres? J'ai entendu récemment un grand penseur, philosophe français, qui nous disait « de toute façon, l'Europe, c'est fini. C'est fini.
C'était un beau rêve, c'était bien, c'était sympa. Maintenant, c'est terminé. Je n'irai pas jusque-là. Mais en tous les cas, nous ne sommes plus sur la pente ascendante. Alors, est-ce que c'est le début de la fin? Bel intitulé pour une troisième partie. Ou est-ce que cela préfigure une troisième forme? Eh bien, vous le saurez vers 15h50.